pour renforcer l'équilibre entre les interventions des femmes et des hommes entrepreneurs dans les écoles et surtout pour valoriser l'entrepreneuriat au féminin. Depuis 2018, l'ESBEL organise la semaine de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat féminin en invitant des femmes porteuses de projets et créatrices d'entreprises à aller à la rencontre des jeunes filles et garçons pour sensibiliser à la réussite au féminin. Chaque année, l'ESBEL choisit une thématique différente. Cette année, les STEM sont à l'honneur. Les STEAM comme un acronyme de Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Mais qu'est-ce que sont les STEAM? Les STEAM représentent une approche multidisciplinaire qui vise à favoriser la créativité et l'innovation chez l'élève. Le lancement de la 4e édition a eu lieu pour nous lundi dernier et après mardi et mercredi, des webinaires ont suivi. Et aujourd'hui, nous organisons la 2e table ronde ayant comme thème les STEM vers la fin des stylos, en partenariat avec Réseau Entreprendre de Bruxelles et Wallonie, un réseau d'entrepreneurs qui accompagne des entrepreneurs pour des projets de création ou reprise d'entreprises, et Réseau Diane, un réseau d'affaires féminin qui soutient également l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi ces partenariats entre 5000 entrepreneurs, Réseau Entreprendre et Réseau Diane? Parce que l'estime représente un sujet d'actualité sûrement pour la formation des jeunes à l'école, mais nous savons bien que l'innovation passe par l'entrepreneuriat. Et alors, comment allier des compétences scientifiques et artistiques au moment de la création de l'entreprise, mais également dans la vie de l'entreprise au quotidien? Et c'était un challenge pour nous aussi, nos partenaires, de trouver ces panels d'aujourd'hui pour justement allier ces différentes compétences de ces différents secteurs. La science a changé les domaines créatifs grâce à la technologie des pointes, mais souvent les nouvelles idées des artistes ont un impact pour les progrès scientifiques. Et alors, qui influence qui et comment? Pour tenter de répondre à cette question, justement, les panels d'aujourd'hui, animés par Martin Opoven, comédien improvisateur, entrepreneur social et skateboarder. Je laisse à Martin la possibilité de se présenter et d'introduire nos invités de ce soir. Merci beaucoup et bon échange. Merci Monica, merci beaucoup. Donc bonjour, bonsoir, on est à la limite entre le jour et la nuit. Je suis donc très heureux d'être là, de vous accueillir. Mon nom est donc Martin Opoven. Voilà, je suis votre hôte de ce soir. Alors pour ceux qui ne savent pas qui je suis, ne vous inquiétez pas. Moi-même, alors que j'ai 46 ans, je ne me connais pas encore bien non plus. Je ne sais pas très bien comment me présenter, en fait. C'est toujours un même problème. Hein. Je pourrais être stressé, à vrai dire. Je dois introduire, je ne sais pas comment me présenter. Mais dire « je ne sais pas ». Entre hommes, c'est impossible. L'homme doit toujours tout savoir. Mais avec des femmes, c'est merveilleux. Les femmes, elles savent dire « je ne sais pas ». Ça fait partie des valeurs féminines. J'ai appris et je trouve ça formidable. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas bien comment me présenter. Donc, merci le féminisme de me libérer de cette charge-là. Donc, enfin bon, cela dit, au fin fond de moi-même, je sais qui je suis. Hein, je pense pouvoir répondre honnêtement. Mais c'est comme s'il n'y avait pas une étiquette adaptée qui pourrait m'aller. Alors, dire le métier que je fais, je pourrais le faire. Hein. Je suis informaticien, je suis un peu coach, comédien, entrepreneur social, comme l'a dit Monica, journaliste, papa, quel métier, oui, trieur de déchets aussi, très très occupant ça, gérer le bien-être, enfin tout ça, je ne sais plus trop comment, je dois dire ouais. Donc, mais là, je suis entouré d'ingénieurs aussi, et ça, j'ai toujours bien aimé. Tous mes amis sont ingénieurs, sauf moi. Si j'étais ingénieur, je pense que je serais ingénieur social, celui qui réfléchit intensément à comment bien faire fonctionner les gens. Je crois que j'ai inventé une nouvelle discipline artistique, c'est celle de la contorsion des étiquettes. Un peu comme 3M a inventé une colle qui ne colle pas et qui a réussi à vendre des milliards de petits bouts de papier. Eh bien, moi, j'ai inventé un métier qui n'en est pas ça. Hein. C'est de raconter n'importe quoi et de donner du sens à des choses. Donc, reste à faire des milliards, mais bon, ça viendra, j'en suis sûr. C'est ma promesse, en tout cas.
Non, non, pas faire des milliards, simplement, bien voilà, de donner du sens. Et je m'y engage avec toute mon équipe. Alors là, bon, au niveau de mon équipe, je peux compter sur Olivia de Lemazur qui est là en coulisses et qui gère la technique. Et donc, on ne la verra pas, on ne l'entendra pas, mais elle est là et je la remercie déjà, ainsi que Monica et Aurélie de Kegeler avec qui on a intensément préparé cette soirée. Donc, ce soir, on a envie que ce soit inspirant, que ce soit un moment vivant, avec plein de mots anglais un peu bizarres comme deliverable, nuggets, smart city et l'estime. Ah oui, parce que l'estime, moi je pensais que c'était un mot français, donc je suis allé vérifier, mais l'estime, appréciation favorable de ce que l'on porte à quelqu'un, bonne opinion, respect, considération. Oui, de l'estime pour l'estime et pour ce qui est différent. C'est donc une paronomase, c'est une figure de style qui mélange la phonétique entre les mots. Je l'ai appris juste à présent. Alors voilà, donc toutes mes excuses, cette table ronde n'est pas ronde. Elle est plutôt carrée, genre votre écran d'ordinateur. Un peu comme si vous avez la vue en gris, vous verrez tout le monde. Mais alors, ce sera un album Panini avec les petites étiquettes de chacun, les petits autocollants. Et bon, évidemment, comme dans un album Panini, il y a des cases vides, des gens qu'on ne voit pas. C'est tous ceux qui sont là avec nous ce soir, de derrière leur écran. On ne voit pas votre tête, mais on peut l'imaginer. On peut l'imaginer que vous êtes là. Et on a envie de vous donner une place importante et c'est ce qu'on va également faire tout au long de la soirée. Alors, c'est un événement virtuel, mais on a prévu les petits fours et les cocktails. Ne vous inquiétez pas, que vous soyez vegan, cocktail sans alcool, sensible au gluten ou complètement insensible, ultra protéiné, tout ce que vous voulez. Allez dans votre frigo, servez-vous, c'est moi qui régale. Ne vous inquiétez pas. Donc, Martin, quand même, tu te permets un petit peu quelle entrée en matière, franchement, tu te permets, oui, ben oui, se permettre, chers participants, se permettre la permission et la confiance. C'est la confiance que m'a attribuée Monica pour faire ce speech. Si votre Wi-Fi venait à lâcher à cet instant, j'espère sincèrement que vous retiendrez deux mots pour le futur des organisations, c'est la permission et la confiance. Donc des mots, hein, toujours des mots, je suis juste un peu artiste des mots, et on va jouer avec les mots pour rentrer dans la matière, les silos. Donc un silo, eh bien, cette idée qu'on a tendance à penser et à agir en environnement clos, à se couper de la réalité, à se couper, à craindre un petit peu, à se méfier consciemment ou inconsciemment de la différence. Alors, autant on peut très vite être d'accord avec l'idée vers la fin des silos. C'est une belle déclaration. Mais ce n'est pas pour autant que la pensée latérale est aussi simple que ça, ou que la différence nous mette à l'aise. Du coup, on fait les choses différemment. Et oui, c'est peut-être un peu inconfortable. Vous vous dites, oui, mais où est-ce qu'il va en venir, le Martin? Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, vous verrez. Ça fait partie un peu du voyage et de l'inconnu. Donc, néanmoins, étape par étape, nous allons donc commencer par vous, chers participants, vous inviter à contribuer, à vous mettre dans l'ambiance avec ce jeu, exercice, oui, osons un jeu. Je viens donc de l'improvisation théâtrale, l'art de créer des liens entre des choses qui n'en ont pas. Ce jeu, eh bien, je l'ai nommé A plus B égale C. Je me disais qu'une formule mathématique devrait mettre à l'aise tous les ingénieurs. Donc, voilà, ce jeu s'appelle donc A plus B égale C. En fait, il s'agit, donc c'est un exercice de créer des liens entre des choses qui n'en ont pas. Vous verrez que ce n'est pas si simple à première vue. Donc, vous allez pour ça pouvoir utiliser votre chat. Donc, si vous ne l'avez pas encore activé, il y a donc un petit bouton qui est prévu à cet effet en bas de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez nous fournir toutes les réponses que vous pensez bonnes à l'équation que je vais vous soumettre. C'est-à-dire, je vais vous donner deux mots qui vont être affichés à l'écran quand je donnerai le signal. Et ces deux mots, vous devrez les combiner dans un troisième mot différent qui inclut et qui rapproche ces deux mots-là. Hein, si je vous dis par exemple lasagne et voie lactée, eh bien, vous pouvez penser par exemple à, eh bien, sans doute à un astronaute qui mange des lasagnes dans sa navette spatiale en route vers l'infini et au-delà. Et il pourrait y avoir plein d'autres solutions. Donc, toutes les réponses sont bonnes.
Ça, c'est magnifique. Et je vais demander donc à Olivia de lancer donc ce slide avec ces deux mots qui sont donc, pour activer votre esprit inclusif, brocoli et château. Et donc, je vous demande de réfléchir. Les panélistes peuvent également se prêter à l'exercice s'ils ont envie. Qu'est-ce qui va lier ces deux mots-là? Ça peut être... voilà. Ah, il a répondu juste à moi, Pedro. Donc, attention, Pedro, il est le premier à avoir répondu. Donc, c'est le message vers tout le monde. On peut le recopier puisqu'il a été directement adressé à moi. OK, nous pouvons donc lire le potager, la princesse au petit pois, Chambord. Je ne connais pas, mais je suis curieux. Une fête, exact, oui, tout à fait. Le prince du chou de la fleur. La culture du brocoli dans le potager du châtelain, oui, excellent. Il y en a qui sont peut-être en train de se creuser le ciboulot. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça, bon sang? Ouh, là, c'est un joli mot, là. Turgescence. Je laisse un petit peu le temps à chacun de répondre. Alors, vous le voyez, en fait, créer des liens, on le fait ici, on crée des liens, des choses qui n'en ont pas forcément. C'est une compétence qu'on a, voilà. Chatoli au broccolo. Bon, deux réponses, c'est bon aussi, hein, puisqu'on peut avoir plusieurs idées. Cette page-là ne devrait pas effectivement apparaître. Donc, mais donc voilà, le principe, il est là. Ça paraît comme ça. Est-ce qu'il y en a donc un bouquet dans le salon d'appart? Voilà, il est là, notre capacité d'être humain à inventer des choses, à faire des liens entre des choses qui n'en ont pas. Et c'est peut-être pas tout confortable. Hein. Quand je vous ai demandé ça, vous avez peut-être trois formes de réaction, genre qu'est-ce qu'il me veut? Et donc c'est un peu un blocage. Ou plutôt que de dire j'y vais, je me lance, on se méfie. Et donc on a toutes sortes d'attitudes par rapport à la différence, au nouveau, à l'inconfortable. Et c'est un peu ça que je voulais vous montrer, c'est que les paroles, les concepts, c'est facile. Dans la pratique, on est quand même confronté à la difficulté, on ne sait pas, on se méfie, on a un peu peur, on s'autocritique, et donc c'est pas si simple que ça. Donc voilà, ce genre de jeu-là, c'est la gymnastique de l'esprit, et il peut y avoir vraiment beaucoup d'opportunités de le faire et de ne pas toujours forcément être bien avec ça. Donc, on va éviter tout au long de la soirée de parler en silo. On va essayer de se connecter un maximum à ce que vous venez chercher. Et c'est voilà qu'on a activé ce lien avec vous, la communauté de tous les participants. Eh bien, on va continuer dans cette optique-là et à vous demander, en fait, voilà, vous êtes venu avec une raison. Vous avez certainement été attiré par quelque chose dans ce titre, dans quelque chose. Donc, je ne vais pas vous induire de trop. Et par contre, on va vous laisser dans ce chat la possibilité, on aimerait beaucoup, tous les participants, tous les panélistes, pardon, en lire les raisons pour lesquelles vous êtes venus assister à cette table ronde. On a envie de les lire parce qu'on a envie de s'y connecter. Donc, si, en fonction de votre profil, en fonction de votre personnalité, de votre parcours, eh bien, partagez-nous, s'il vous plaît, vos attentes, vos envies, éventuellement même préoccupations qui pourront nous servir à eh bien, nous brancher un maximum à cette réalité-là. Ça va vraiment nous permettre d'être plus précis dans les réponses et les histoires qu'on a. Donc, n'hésitez pas à écrire une longue phrase pour qu'on puisse bien les lire. Donc, j'invite tout le monde, tous les panélistes en tout cas, à lire également les réponses qui apparaissent parce que ça pourrait vous inspirer également. Donc, inscrire l'entrepreneuriat dans les parcours scolaires. La curiosité, c'est une très bonne façon de faire également. La fin des silos. Et là, j'inviterais même peut-être un petit peu à préciser
qu'est-ce que pour vous la fin des silos Merci, on a une nouvelle participante qui nous parle de l'envie d'entendre de nouvelles idées. Donc, on va essayer d'être attentif à vous apporter des choses nouvelles. Donc, la pointe de ce que chacun peut faire selon son expérience, dans sa réalité. Donc, voilà. Donc, cette partie du chat, vous pouvez continuer à l'alimenter. Pendant les minutes qui suivent, parce que parfois, voilà, on ne sait pas répondre tout de suite, on a besoin de temps, ça vient sur base des interventions. Donc, n'hésitez pas à nourrir ce chat de toutes les envies d'entendre des choses qui vous ont amené ici. S'il y a en plus des questions qui sont à adresser à quelqu'un, alors il y a un outil qui est prévu à cet effet, également en bas à droite, le Q&A, donc questions et réponses peuvent être également utilisées un peu plus tard dans la soirée si vous le souhaitez, si vous avez une question à adresser. On essaiera de les suivre également. Voilà, merci. Donc, ça c'est la dynamique, ça permet un petit peu de voir ce qui est présent chez dans les participants ici. On va se lancer dans le vif du sujet avec, on va laisser les panélistes, on va les présenter petit à petit. Hein, donc, et on va commencer par 2 vidéos, en fait, de 2 des panélistes qui ont pu répondre à une série de questions également au préalable. Et donc, ils ont enregistré leurs réponses selon leur expérience, selon leur point de vue. Donc, la première vidéo qui va vous être diffusée est celle de Didier Onguena. Donc, pour le présenter, j'ai une petite tentative. Donc, vous savez que la cote maximum des agences de notation pour les dettes, c'est le triple A. Vous connaissez sans doute. Alors, les amateurs de bière, c'est le triple carmélite qu'ils aiment bien avoir. Didier Onguena, il est triple directeur. Ça, c'est quand même pas mal. J'en ai pas rencontré beaucoup, des triples directeurs de Microsoft Belgique, de Microsoft Luxembourg et de Microsoft Suisse. Alors, il y a vraiment 3 structures, il m'a un peu expliqué, donc on ne va pas parler de ça, mais ça m'a quand même impressionné. Et il a 3 questions également à laquelle il va devoir répondre. Donc, je les relis au cas où ce ne s'est pas vérifié qu'elle était dans les vidéos, mais donc la science a changé nos domaines créatifs grâce à la technologie de pointe. Mais souvent, les nouvelles idées et perspectives des artistes ont un impact sur le progrès scientifique. Quel est votre avis à vous? Alors, deuxième question, entre STEM et art, des techniques différentes pour résoudre des problèmes du monde réel. Quelle est votre vision de l'impact de ces 2 domaines dans le futur de l'éducation? Et enfin, cultivez-vous vous-même l'artiste en vous et comment influence-t-il votre vie de CEO? Donc, on va, Olivier, c'est parti. Bonjour à tous, mon nom est Didier Onguena et je suis le directeur général de Microsoft pour la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des défis énormes. Je ne parle même pas de la pandémie actuelle, mais du changement climatique, du manque de biodiversité, du vieillissement de la population, etc. Pour résoudre ces défis sociétaux, on aura besoin d'un progrès scientifique énorme, entre autres dans des domaines comme l'intelligence artificielle. Notre expérience nous dit que pour réaliser ces progrès scientifiques, on doit avant tout se concentrer sur la diversité des équipes. Diversité de genre, de race, de milieu social, évidemment d'expérience. Et donc évidemment également inclure des artistes, des poètes, des créatifs dans ces équipes. Je suis maintenant actif dans le monde du travail depuis un peu plus de 25 ans et CEO de Microsoft
depuis un peu plus de 3 ans. Et je suis frappé à quel point le profil des collaborateurs que nous cherchons est différent que par le passé. Dans un monde qui change tellement vite, nous cherchons surtout des hommes et des femmes curieux et qui ont envie d'apprendre en permanence. Nous cherchons également des profils très larges, avec des intérêts très variés. J'ai tendance à appeler ça les hyper-généralistes. D'ailleurs, dans ce contexte, j'étais halluciné d'entendre qu'en Flandre, il ne serait bientôt plus possible de combiner les langues classiques, comme le latin ou le grec, avec un curriculum plus scientifique contenant des maths. Et entendre les auteurs de ces propositions parler de spécialité et de focus m'a vraiment fait penser qu'on est loin de comprendre ce dont les entreprises ont besoin. Je ne peux donc qu'encourager l'apprentissage de l'art et des STEM en même temps. Je crains n'être moi-même pas un très grand artiste. C'est d'ailleurs pour ça que j'encourage mes enfants à s'essayer au dessin, à la musique et à d'autres formes d'art. J'étais d'ailleurs bien embêté quand mon fils cadet m'a demandé quelle filière choisir pour devenir créateur de jeux vidéo, tant il est évident qu'on a besoin de profils techniques et de profils créatifs pour créer un bon jeu. Pour ma part, j'ai une passion pour l'art moderne, mais aussi pour les vieilles montres mécaniques, probablement pour me changer de ce monde digital dans lequel je vis quotidiennement. Et là aussi, l'art et la technique se croisent et s'entremêlent. En tant que patron de Microsoft, j'essaye de m'entourer de profils très complémentaires aux miens, et donc forcément plus créatifs et plus artistiques. Merci. Voilà donc les 3 réponses fournies par Lilian Guéna. La deuxième personne qui va répondre aux mêmes questions et donc un autre point de vue, donc une différence déjà, et donc richesse. Claudia Ferrazzi est ancienne conseillère de la culture et communication. Oh ben, c'est parti! Vous me posez la question de l'impact respectif des arts et des sciences. Je voudrais vous répondre en vous décrivant le socle commun à ces 2 disciplines, et c'est ce qui m'intéresse en fait, c'est de voir comment finalement l'homme peut innover, que ce soit par la création artistique ou par les découvertes et les avancées scientifiques. Alors déjà, l'histoire nous donne une petite suggestion, puisque jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à la naissance des académies, en réalité, cette distinction n'existe pas entre disciplines. Les grands scientifiques sont aussi des artistes, s'essayent à la fois en théorie et en pratique, en application. On pense à Michel-Ange, on pense à Léonard, on pense à Descartes, on pense à beaucoup d'autres personnalités. Et parce qu'en réalité, d'un point de vue cérébral, ces interconnexions qui sont créées au moment de la découverte scientifique, au moment de l'intuition créative, ce sont des manières de l'homme pour gérer la complexité qui l'entoure, pour essayer de comprendre le monde, de se questionner sur les grands mystères de l'existence. Et ça crée des connexions inédites, tout simplement parce que l'homme crée lui-même des problèmes nouveaux. Alors, art et science, ce sont 2 manières de répondre à ces questions, par des percées cognitives. Alors, vu que nous sommes dans une semaine bien particulière pour les femmes, je me permets aussi de dire que ces distinctions, où on a toujours imaginé que l'univers droit et l'univers gauche du cerveau étaient bien séparés, que les compétences plus intuitives et émotionnelles étaient d'un côté, celles plus rationnelles de l'autre, que les hommes et les femmes n'étaient pas pareils de ce point de vue-là. En réalité, nous savons bien, nos neuroscientifiques nous le disent, ça n'en est rien, ça n'existe pas. Les interconnexions de notre cerveau n'ont pas vraiment... Il y a des formes de spécialisation dans le cerveau, mais les interconnexions que nous créons grâce aux découvertes sont des interconnexions imprévisibles. Et c'est ça ce qui nous permet de nous armer contre la grosse difficulté de notre époque, c'est-à-dire gérer l'improgrammable. Alors, avant de parler de l'impact, ce qui m'intéresse, c'est de souligner l'énorme urgence, nécessité
d'introduire rapidement des dimensions beaucoup plus complètes dans les apprentissages et je dirais même dans la formation continue dans les entreprises et aussi dans la sélection et gestion de carrière. En réalité, nous sommes que la machine est de plus en plus capable de remplacer l'humain. Nous sommes dans une période où une grande incertitude, une imprévisibilité des conditions nous impose de savoir gérer l'incertain, de faire face à l'improgrammable. Et c'est là que l'homme peut sortir ce qu'il y a de plus humain en lui, à condition qu'on lui ait appris et qu'on l'ait autorisé à des parcours d'apprentissage coopératif, à des parcours où on peut oser le questionnement, où on a droit à l'erreur, droit à l'expérimentation, où la méthode compte plus que le contenu. Et donc, en vous parlant, vous voyez bien quel est l'écart de ces approches avec la plupart des apprentissages en formation initiale et continue aujourd'hui en Europe. Il y a des institutions de pointe, je pense surtout à Paris, au Centre de recherche interdisciplinaire, mais aujourd'hui ce sont des approches très minoritaires et évidemment j'appelle de mes voeux qu'on réfléchisse tous à une nouvelle société apprenante de ces manières ouvertes et méthodologiquement porteuses. Alors, je ne sais pas s'il y a un artiste en moi. À vrai dire, je ne le pense pas, même si d'un point de vue totalement anecdotique et personnel, c'est l'écriture et la lecture qui m'ont toujours sauvée dans les moments difficiles. Mais peut-être que c'est l'approche de la créativité artistique qui m'accompagne depuis toujours. Non seulement c'est une approche, on va dire, un peu... Socrate, je sais que je ne sais rien, qui est une approche typiquement de la recherche à la fois scientifique et artistique, et qui est très important et qui peut-être se fonde sur les mêmes questionnements dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a un fond de créativité, d'intuition et d'intelligence émotionnelle dans chacun d'entre nous. Et ce qui est très important, c'est qu'on ne le cache pas, qu'on ne l'étouffe pas, que nos systèmes à la fois d'enseignement, d'apprentissage, de gestion de carrière ne nous impose pas de le mettre sous un tapis et tout au fond de nous-mêmes, mais qu'au contraire, comme les gymnastiques en profondeur, on sache le sortir, et même si ça ne se voit pas, parce que nos carrières ne nous conduisent pas à utiliser de la création artistique, nous puissions l'avoir en nous comme une corde à notre arc. Et finalement, on sait que quand on cache notre créativité, on l'étouffe, on cache finalement l'humain qui est en nous. Et ça, c'est peut-être non seulement regrettable, mais aussi dangereux. Merci à vous deux. On a déjà beaucoup d'éléments qui sont riches dans ces deux vidéos et variés. Donc, nous allons continuer à présenter les différentes personnes du panel et ça va se passer ici alors en direct du coup, d'autres manières de faire où d'abord en fait donc, chaque personne, on va commencer par Marie Duchastel, chaque personne aura donc la possibilité, va donc se présenter en quelques minutes librement en commençant par justement ces mots-là, ces mots peuvent nous surprendre et créer des liens. Et donc, je demanderai à Marie et à chacun des intervenants de commencer par un mot. Ce mot, quel est-il, Marie? Je le dis juste ou alors je l'explique? Ouais. Oh, et oui, tu le dis d'abord pour commencer, effectivement. Ok, c'est techno music. Très bien. Eh bien, pourquoi donc? Parce que c'est mon amour pour la musique électronique, enfin en partie, hein, pas que ça, mais en tout cas, c'est mon amour pour la musique électronique qui m'a un peu mené dans la carrière où je suis actuellement, parce que au moment où j'ai commencé à sortir énormément en soirée techno, c'est un moment où il y a eu un espèce de shift dans la manière de présenter la musique. Il y avait déjà ce shift où le DJ était devant la scène, en fait, ce qui était déjà un grand changement par rapport aux années disco où en fait personne n'était tourné devant le DJ. Et du coup,
les soirées ont commencé à devenir des shows audiovisuels où en fait les artistes ont commencé à expérimenter en fait dans l'immersion et vraiment mettre des apports technologiques dans leur spectacle pour rendre l'expérience encore plus intéressante et immersive. Et disons que c'est cet amour pour la musique et combiné à la technologie qui m'a mené dans mon métier. Donc voilà. Je ne sais pas si du coup j'enchaîne sur qui je suis et ce que je fais. Oui, ok. Mais donc je m'appelle Marie Duchâtel et ça fait 10 ans que je travaille comme commissaire d'expo et programmatrice des activités de l'association KIC, qui est une association qui est basée à Namur, et on est actif dans 5 projets. Le premier projet, c'est le KIC Festival. C'est un festival international des cultures numériques et créatives qui a lieu chaque année en novembre à Namur, où on explore les liens entre art, science et technologie. Donc, en gros, notre métier, c'est justement de décloisonner. Et à travers tout un programme de conférences, on a des expos dans toute la ville, des activités pour enfants. Et comme c'est un festival, il y a forcément un aspect festif avec des fêtes et des performances. À côté de ça, en fait, on a lancé il y a 5 ans le track TRA2K. Donc, KIC, ça s'écrit K-I-2K, le track TRA2K. Qui est le hub créatif et le Fab Lab de Namur. Alors, en gros, c'est un lieu de 3000 m² dans lequel il y a un coworking, des bureaux pour entreprises et un Fab Lab. Un Fab Lab, en fait, c'est un laboratoire de fabrication avec plein de machines, du matériel en électronique, des imprimantes 3D, des découpeuses laser. Et en fait, c'est un lieu dans lequel, en même temps, on accueille forcément des entrepreneurs, des porteurs de projets, mais pas que. On accueille aussi des artistes, on fait des programmes de résidence. Qui sont des résidences art-sciences. Et donc, ces artistes se retrouvent au milieu des entrepreneurs et travaillent aussi avec tout le pool de scientifiques de l'UNAMUR. Donc, on travaille beaucoup avec l'Université de Namur. Et donc là, par exemple, d'ici une semaine, je vais lancer une résidence artistique dans l'observatoire, le télescope de l'Université de Namur. Ensuite, à côté de ça, forcément, comme j'organise des résidences, on a une plateforme de production et diffusion artistique spécialisée dans les productions art numérique et art science. Alors, c'est souvent soit des artistes qui s'intéressent aux sciences, en fait, et qui vont faire des projets plutôt techniques ou scientifiques, ou alors c'est des scientifiques qui ont un peu dévié de leur trajectoire et qui font des projets artistiques, ou alors les deux, des gens qui ont besoin de collaborer avec des scientifiques. Et alors, on a aussi un lieu qui va ouvrir ce samedi, qui s'appelle le Pavillon, qui est l'ancien pavillon belge de l'Expo universelle de Milan en 2015, que la ville de Namur a racheté et qu'elle a reconstruit en haut de l'esplanade de la citadelle de Namur. Et donc, c'est un grand musée de 2700 m² qui s'intéresse aux mêmes thématiques, sauf que ça va être un lieu permanent ouvert toute l'année. Et on ouvre notre première exposition qui s'appelle Humans Machines ce samedi, donc du 13 mars au 13 juin. Et l'expo va explorer, forcément, comme son nom l'indique, la relation entre les humains et les machines à travers 2 grandes thématiques, l'intelligence artificielle et la robotique. Et la particularité, c'est que c'est une expo artistique. Donc, pour rentrer dans ces sujets-là, on va montrer des œuvres d'art. Donc, ce n'est pas du tout comme une expo des sciences, si vous voulez. On va vraiment rentrer dans le sujet et tenter de déconstruire ce sujet à travers le sensible, l'humain et l'artistique. Et le 5e projet, c'est un projet qui s'appelle AfriKick, un projet de collaboration et de mise en valeur de la créativité numérique des pays africains, du Maghreb et de leur diaspora. Et ça, c'est un peu, ce projet-là, il rentre en filigrane dans tous les autres, c'est-à-dire qu'il y a toujours un volet AfriKick dans les 4 autres projets précédents. Voilà, voilà. Merci Marie, merci beaucoup. Donc voilà, ce temps de présentation, il est un peu libre à chacun d'y mettre ce qu'il a envie, et donc on a le même principe. Pour la personne suivante, Alessandro, si c'est bon pour toi, même principe, un mot pour commencer qui donne peut-être un sens à l'action que vous avez actuellement. Donc, quel est ce mot, Alessandro? Bonjour à tous. Ah ouais. Et mon mot est Civito. Je suppose que vous savez tous ce qu'est un Civito, non? Non. C'est pas? Bon. Non, pas moi, non. Je suis un très bon exemple de quelqu'un qui ne sait pas, donc voilà. Bon, pour ceux qui ne savaient pas, un Civito est un plat typique de l'Uruguay. C'est avec un steak de bœuf, de la mozzarella, des tomates, de la mayonnaise,
des olives, du bacon frit, des œufs frits, du jambon frit, Oh là servi là en là là sandwich là. frit. Non, c'est un blague, non, c'est un sandwich frit, non, mais oui, avec des fruits. C'est un plat idéal si on est au régime. Bon, alors j'ai vécu en Uruguay, en Amérique latine, pendant plus de 10 années. 10 ans. Et à l'époque, j'ai travaillé pour les Nations Unies, notamment pour l'UNESCO, où j'ai coordonné des projets mondiaux et régionaux sur la politique des sciences, technologies et innovations. Et c'est ce que je continue à faire maintenant pour le secrétariat de l'Organisation des pays de l'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique à travers des technopolis. Et c'était justement en Uruguay, entre un Chivito et autres, où ma fille, Gaia Sole, est née. Et bien sûr, elle a complètement changé ma vie, non, ma perspective, mais non seulement, pas seulement dans le point de vue du temps libre, mais aussi au travail. Et c'est en combinant mon expérience professionnelle et personnelle que j'ai commencé à travailler sur les sujets, sur les STEM et l'égalité des genres. Et vous avez par exemple que maintenant, si l'on les données des PISA, les filles perdent leur intérêt pour les STEM avec l'âge. Généralement, sont plus ou moins trois fois ils ont plus de chances que les garçons de s'imaginer à travailler dans les professions de la santé, tandis que les garçons ont 2 fois plus de chances de s'imaginer à travailler dans l'ingénierie. Et alors, j'ai vraiment voulu apporter ma petite contribution parce que ma fille, mais aussi les autres, ont la même possibilité que les garçons de travailler de s'évoluer, de s'engager dans les STEM. J'ai donc dirigé des projets mondiaux des Nations Unies, participé à des initiatives liées à l'égalité des genres en STEM. J'ai travaillé par exemple sur la Journée internationale des femmes et des filles dans la science, que je m'imagine que vous savez tous qu'il y a lieu le Martin, Oui. 11 de février. Ah oui, oui, c'est ça. J'ai géré le projet mondial qui s'appelle STEM and Gender Advancement Saga. J'ai récemment écrit les chapitres du rapport mondial sur la science de l'UNESCO sur ces sujets qui s'intitulent Pour être intelligent, la révolution numérique devra être inclusive. Et je pense vraiment que l'accès à la science et à l'égalité des genres sont un droit humain. Mais ça, c'est reconnu aussi pour 12 articles de la Déclaration des droits des hommes. Et aussi, je pense qu'on ne sera pas capable d'atteindre, ne serait-ce que c'est un des 17 Sustainable Development Goals si on atteint l'égalité des genres dans les STEM. Et pour moi aussi, je pense que le développement durable exige des meilleures sciences. Et nous ne pouvons pas y parvenir sans la vision, le point de vue innovateur des femmes. Et c'est pour ça que je suis ici heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci. Merci Alessandro. Et donc la personne suivante que j'inviterai, donc Pedro Correa, à se présenter avec de nouveau le même mécanisme. Quel est ton mot pour commencer, Pedro? Alors, il y a une phrase qui surprend pas mal les gens. J'ai écrit un livre qui s'appelle Matin clair. Oh. Ouais. Et dans ce livre, je parle de Suzanne Jeffers qui a écrit un livre que j'aime beaucoup, qui décortique les peurs et les rapports qu'on a aux peurs, et qui dit toujours à ses enfants, prends beaucoup de risques ce matin. Quand on va déposer les enfants à l'école, il dit, au lieu de lui dire fais attention mon fils ou ma fille, elle dit de dire prends beaucoup de risques aujourd'hui mon fils ou ma fille. Et alors on m'a souvent posé la question, est-ce que tu dis vraiment ça à tes enfants, prends des risques aujourd'hui? Et alors oui, donc ce serait la phrase qui surprend, c'est que je dis à mes enfants le matin, prenez des risques mes enfants. Parce que Susan Jeffers dit que dire à un enfant « fais attention » lui passe le message que le monde est dangereux, d'abord, et qu'ils ne vont pas être capables de le gérer ensuite. Alors que dire à son enfant « prends des risques, mon fils ou ma fille, le matin », ça veut dire « je te fais confiance ». Tu vas pouvoir gérer quoi qu'il arrive aujourd'hui. De toute façon, je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça. De toute façon, elle va dans une école, c'est un environnement un peu… Je ne dirais pas ça si elle allait dans l'Amazonie ou… voilà, donc ça c'est un peu le choc, le choc de départ. Et donc pour me présenter, oui, donc je continuerai aussi peut-être dans cette lancée du risque.
Comme je disais, il y a quelque temps, dans un discours qui est devenu viral, je suis docteur en sciences appliquées. Je dois être dans le top 3 des cauchemars des parents. Je suis un docteur en sciences appliquées qui a fini artiste. Et donc, j'ai fait 8 ans d'études d'études scientifiques pour finalement vivre ma vie en tant qu'artiste. Je suis docteur en sciences appliquées. Pendant mon doctorat, j'ai fait même un master en gestion à l'UCL et les beaux-arts aussi. Et après 6 ans de travail dans le technique, en tant que chef de projet, dans des projets techniques, après une longue quête de sens, suite à une crise existentielle, je me suis rendu compte que le technique tel quel, pur et dur, n'était pas ma place. Et donc, j'ai fait un changement à 180 degrés qui a mis pas mal d'années, mais qui a abouti. Donc, ça fait 8 ans que je vis en tant qu'artiste photographe. L'année dernière, fin 2019, j'ai fait j'ai donné un discours aux ingénieurs de l'UCL à la remise des diplômes. Et ce discours a été vu aujourd'hui 11 millions de fois, donc il est devenu viral. C'est un discours cette viralité m'a moi-même surpris, vu qu'il ne disait rien de spectaculaire, mais en tout cas, dans ce lieu-là, c'était spectaculaire apparemment de dire aux gens, à ces gens-là qui viennent d'avoir leur diplôme, un peu comme à mes enfants, prenez des risques. Donc, la première chose que je leur ai dit, c'est que les dangers ne sont pas là où ils pensent. En tout cas, quand moi j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, les dangers, je croyais que c'était le chômage, alors qu'aujourd'hui, le danger, c'est le burn-out. C'est ne pas être à sa place, c'est être déprimé au travail. Les chiffres le montrent, ce n'est pas une opinion, les chiffres le montrent en Belgique. Il y a plus de budget national qui est employé pour le burn-out que pour le chômage. C'est une statistique immense qu'on connaît très peu. Et donc, je leur disais ça d'abord, faites attention au risque du burn-out, au risque de la tristesse au travail. Et pour ça, si vous voulez éviter ça, mettez-vous en question et remettez en question les modèles qu'on vous a vendus jusqu'ici. Parce que ce sont ceux qui, moi-même, m'ont amené à suivre des rails qui n'étaient pas les miens, des rails que j'ai suivis à la lettre par les parents, par la société. Et donc, remettre en question ces modèles, ça ne veut pas dire les rejeter, ça veut dire accepter dans ces modèles uniquement ce qui nous convient. Donc, posez-vous la question de quel est le sens que vous voulez donner à votre travail, plutôt que quelle est la meilleure façon de gagner le plus d'argent possible, d'avoir la voiture de société la plus performante, etc. Sinon, ce sera la meilleure façon d'être en burn-out. Et alors, je suis un excellent exemple de ce que les silos ont pu donner comme problème, vu que moi-même, voilà, j'étais totalement dans les silos, j'ai fait des études qui n'avaient pas d'art ou de créativité. J'étais purement dans le scientifique pour me rendre compte. Ma mère était peintre depuis toujours, moi j'avais peint depuis toujours, j'avais écrit, j'ai écrit un livre qui est sorti l'année passée, Matin clair, et qui est déjà traduit à l'espagnol. Et donc, j'ai dû finalement moi-même faire, parce que c'était compartimenté, j'ai dû compenser les deux en cachette. Je faisais le jour ces études scientifiques et la nuit, j'étais obligé de faire le reste qui me tenait à cœur. Et alors, je voudrais finir avec un dernier point qui est ce que moi j'aimerais aujourd'hui passer comme message, si on pouvait en passer un aux décideurs, aux entreprises, c'est de finir avec la hiérarchisation officielle et officieuse des matières dans l'éducation. Pourquoi est-ce que l'art est optionnel et pas les maths, et pourquoi est-ce que des études scientifiques ont une valeur officieuse plus importante que des études littéraires, ou encore moins, pire, des matières artistiques. Et alors, pareil dans le monde du travail, je suis totalement Didier Anguena, qui disait qu'on va devoir avoir des équipes beaucoup plus multidisciplinaires, engager des poètes, des philosophes, des artistes, des designers, dans des cadres scientifiques. Mais cependant, ce qui est touchy là-dedans, et je suis celui qui jette les pavés dans la mare, cette hiérarchisation sera totalement abolie lorsque tous ces gens-là gagneront la même chose. Je me rappelle, moi j'ai travaillé en tant que PhD dans une boîte de multimédia,
Et donc, il y avait des ingénieurs et des graphistes, et j'adorais le graphisme. Moi, en fait, mon père m'avait fait croire qu'en tant qu'ingénieur, je pourrais travailler dans les jeux vidéo et m'éclater parce qu'il y aurait du graphisme. Mais en fait, moi, ce que je voulais, c'est faire du graphisme, c'est pas faire des algorithmes à côté des graphistes. Et donc, un jour, j'ai demandé au boss, est-ce qu'il pouvait m'engager en tant que graphiste? Il m'a dit, oui, tu as les capacités, sur le côté, tu bosses pour nous, mais tu vas gagner la moitié. Et donc, là, je me suis dit, finalement, je vais continuer en tant qu'ingénieur. Et donc, cette hiérarchisation sera vraiment acquise le jour où tous ces gens-là gagneront la même chose. Okay, merci. Pedro. Merci beaucoup. Donc, voilà, on laisse maintenant la parole à Hilde. Quel est ce mot que tu veux Je vais vous partager le mot qui n'existe pas, mais qui s'appelle Shin English. Shin English. Vous faites fort, là, tout ça. J'ai donné Shin English. Je vais taper ça parce que c'est un mot qui n'existe pas. Dans le chat? Dans le chat? Oui. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que moi, je suis assez fort en néologisme, donc je peux un peu voir les ramifications. Voilà. Explique-nous, Hilde. Oui. Et en fait, ce mot vient parce que j'ai pendant des années travaillé en Chine et j'ai appris là le Shin English. Ça veut dire, je ne parlais pas le chinois, je parlais l'anglais, mais afin d'être en connexion avec les gens, j'ai inventé un langage anglais très, très simple avec des nombres de mots limités. Je vivais très longtemps là-dedans et quand je retournais ici en Belgique, en Europe, mon anglais n'était plus mon anglais non plus. Mais c'est un besoin de moi de connecter avec les gens et la langue ou s'exprimer, et pas seulement les mots, mais l'écoute, c'est très important. Et c'est pour ça que je vous partage le mot Shin English. Quand je rentre en Chine, ça date d'il y a un certain temps, mais immédiatement quand je suis là, je suis capable d'en parler en Shin English. Voilà. Et si je me présente, là, merci. Merci moi, je vois seulement les panélistes, mais c'était super gai. Je pense que je suis un hyper généraliste, comme Didier le dit. En effet, il y a 20 ans, j'ai formulé ma mission. J'ai essayé de trouver des mots sur la phrase, la question « Pourquoi je fais ce que je fais ?» Et pour moi, mon fil rouge, même si quand j'avais seulement 3 ans, en effet, c'est encourager les gens pour s'enlever au-dessus d'eux, qu'enfin, avec des autres, j'ai dit maintenant, ils sont capables à réaliser des rêves. Et en effet, c'est quelque chose que je fais maintenant. Quand je dis ce que je fais maintenant, c'est en effet, je suis fondatrice d'une organisation qui s'appelle Trajectum. On est une 30aine de personnes et on s'est porté des organisations au moment de transition et des individus. À côté de ça, je suis présidente de Toolbox. C'est une association où on fait du bénévolat de compétences. Et en famille, je suis l'extra-maman de nombreuses personnes. En effet, d'origine, d'éducation, je suis ingénieure en matériaux et j'étais toujours un peu différent. J'ai étudié le latin en maths, c'était encore possible, Didier, c'est une combinaison énorme, c'était encore possible quand moi j'ai fait mes études. J'ai entré comme ingénieure et là, même quand je faisais mes études, il me manquait quelque chose. J'étais toujours entourée par des artistes, des inventeurs qui m'ont toujours invité de faire quelque chose. J'ai fait mes études, j'ai adoré mes études. Et comme j'étais quand même déjà différente comme femme chez les ingénieurs, je disais, tu sais quoi, je fais ça comme moi je le fais. Et c'est comme ça que je suis arrivée, vous pouvez imaginer, dans le monde chimie, 25 ans, d'abord chez ExxonMobil, après chez Kemira. Et one way or the other, j'étais capable de rester moi-même et en même temps de délivrer les projets qui étaient là. Et je pense que c'est grâce à mon éducation, je suis éduquée par une famille et une maman qui a toujours donné cours au kindergarten, en effet, qui a toujours dit, un enfant a tout. C'est seulement que tu offres des explorations. Et cette idée d'artiste, de créativité, je pense que c'est dans chaque enfant. Et moi, j'ai toujours autorisé moi-même de rester comme ça. Et il y a des gens après qui me demandaient, mais comment c'est possible? Comment tu as fait le succès dans un monde si cartésien? Et finalement, j'ai inventé un modèle pour expliquer ça au monde. C'est finalement devenu un livre, naturellement. Et ça s'appelle Dreamers Who Do. Parce que je crois que tu as rêve, et j'utilise le mot rêve, afin de réaliser quelque chose
qui est vu apparemment comme impossible. Et je dis que c'est dream, stand, push, et avec l'amour, le let, le flow, la confrontation. Et comme vous écoutez peut-être, c'est 4 chansons de Lenny Kravitz. Et pour le rire, il y a en effet l'artiste Koen van Mechelen qui a donné une pièce d'art pour chaque étape. Parce que je crois que ce rêve est dans chacun de nous. Et c'est important qu'on laisse cette liberté, cette opportunité. Et moi, je vis et j'ai toujours vécu avec la question « why not ?» J'ai toujours questionné, j'ai toujours demandé « why not ?» Et j'ai créé, quand j'ai commencé à travailler, une association femmes ingénieurs qui existe encore toujours, parce que notre boulot n'est pas encore fini. Voilà. Merci Hilde, merci beaucoup. Merci à chacune. Ce tour de table, c'était vraiment l'idée de pouvoir dire quelque chose qu'on a soi-même, on a envie absolument d'apporter. Maintenant, on va passer à une forme de discussion sur une série de thèmes. Et là, on inclut également donc, Didier Onguena et Claudia Ferrazzi qui sont également là en live, au cas où vous n'aurez pas encore remarqué. Mais donc, la première question que je voudrais adresser, elle va dans le même dans la même séquence plutôt, s'adresser d'abord à Marie. Marie Duchâtel a reçu donc le prix de la femme francophone de l'année 2020. Ça, c'est un beau prix, hein, c'est impressionnant. Et du coup, on la regarde comme un exemple. Et donc, j'ai envie de lui poser la question du rôle modèle, parce que moi, il y a un truc paradoxal à me dire, il faut toujours... il faut des rôles modèles et à la fois on dit de n'écouter que soi-même. Alors, c'est quoi le juste milieu, hein? Est-ce qu'être un rôle modèle, ça offre des choses ou ça limite? Quel est le point de vue de Marie? Et puis ensuite, chacun pourra répondre s'il a envie de contribuer à ce qu'a dit Marie. Marie, donc la parole est à toi. Merci. Pour moi, les rôles modèles sont hyper importants en fait pour défendre la place des femmes dans les métiers techniques, numériques, d'ingénierie et autres. Et je mets vraiment, moi, un point d'honneur dans la programmation de mon festival et autres, à mettre des femmes en avant. Et je vais vous raconter une petite histoire, en fait, qui explique bien où est le problème et pourquoi il y a une nécessité, en fait, de montrer des rôles modèles. C'est que... je discutais un jour, donc nous, notre milieu art-science, disons que c'est un petit milieu au niveau mondial, donc on connaît beaucoup de gens. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais comment tu fais pour trouver toutes ces femmes que tu mets dans la programmation et tout ça? Moi, j'en trouve pas, je ne les mets pas. C'est parce que j'ai critiqué en fait un festival qui avait que des hommes dans sa programmation sur des thématiques techniques ou scientifiques, techniques, scientifiques et artistiques. Et en fait, je me suis rendu compte qu'énormément de programmateurs ou de gens qui programmaient ce genre d'événements, mais pas que, aussi les journalistes et autres, vont aller voir ce qui sort dans la presse, ce qui se fait dans les autres événements. Et du coup, vont aller récupérer ces personnes-là pour les mettre dans leur programmation. Et donc, forcément, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, si vous voulez. C'est que si ces programmations, elles sont entièrement masculines, comment vous voulez qu'on mette des femmes en valeur? Parce que, en fait, les gens sont influencés par ce qui sort dans la presse, dans les médias. Et ils vont regarder dans les grandes conférences, les TED et ce genre de machin pour trouver des orateurs, en fait. Et du coup, c'est compliqué après, en fait, d'inciter des femmes à se lancer dans ces carrières-là parce que, justement, elles ont un peu peur et se disent « je vais me retrouver dans un environnement entièrement masculin ». Et moi, dans mon histoire personnelle, en fait, quand j'ai dû choisir mes études universitaires, j'ai dit à mes parents, ma famille, voilà, j'aimerais faire informatique, computer science. Puis tout le monde m'a regardé, quoi, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu vas te retrouver qu'avec des mecs, tu es sûr de vouloir faire ça? C'est quand même un peu osé. Voilà. Et du coup, bêtement, en fait, je les ai écoutés. Je n'ai pas suivi mon intuition. Et j'ai suivi plutôt le stéréotype de la société qui met une femme dans un autre métier qu'un métier technique. Et donc, j'ai fait des études de communication. Et puis, finalement, avec mon diplôme de pub de l'IEX en poche, un master, je savais une chose, c'est que je ne veux pas travailler dans la pub. Donc, super, j'étais bien avancée. Heureusement, j'avais quand même fait un peu de projets en code
dans ces études. Et finalement, je suis partie faire un second master en Angleterre, où justement, dans les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup plus ouverts au STEM et au STEAM, avec un A, donc rajouter les arts dedans. Et donc, c'était dans une école d'art. Et le cours s'appelait, enfin, le master s'appelait Médias interactifs. Et en même temps, donc, on apprenait à coder, faire de la programmation, mais aussi à construire, faire construire des choses en électronique aussi. Donc, et en même temps, à faire des projets artistiques. Et donc, ce double cursus, en fait, m'a vachement plu. Et finalement, je suis retournée à mes premiers amours, qui était la programmation, mais dans quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et donc, voilà, pour en revenir à cette histoire de rôle modèle, en fait, je pense que quand on montre des métiers qui n'existent pas ou qui sont en train d'être créés, et qu'on montre aussi voilà, des carrières, des voies que certaines personnes ont prises, et qu'il y a des femmes là-dedans, qu'on peut le faire, et qu'en fait, il faut s'écouter soi-même, suivre son intuition, plutôt que d'écouter les cases dans lesquelles la société essaye de vous mettre, ça marche, en fait. Donc, pour moi, oui, ces rôles modèles, c'est super important, en fait, parce que tant qu'on n'arrive pas à changer voilà, la société, on va avoir besoin de soi. Un jour, peut-être, ça changera, mais maintenant, on n'y est pas encore, en tout cas. Et Hilde, je te vois faire un oui de la tête. Peut-être que tu as envie de continuer. En effet, c'est l'idée que si tu ne vois pas pourquoi on fait les fêtes de quelqu'un, la première ou le premier ou la première qui a fait quelque chose, c'est parce que pour les autres, ils peuvent imaginer que quelqu'un qui est un peu comme eux peuvent atteindre quelque chose. Et si tu n'es pas, nos cerveaux ne nous aident pas si tu ne veux pas imaginer que c'est possible pour toi. Ouais. Et on a fait beaucoup des histoires, on a fait des exemples après des années que les gens me disent, tu étais sur le podium là, tu as témoigné à ce moment-là, et maintenant typiquement aussi pour les femmes ingénieurs et les STEM et le STEAM, parce que c'est là où je suis très active pour encourager les filles, pas parce qu'ils doivent le faire, mais en effet, je suis Marie en disant que si elles ont une intuition, peut-être c'est pour moi, qu'ils osent le faire et qui a un modèle, un exemple, même si l'unicité, je suis totalement d'accord avec toi, Martin, chacun va faire ça à sa propre forme, propre manière, naturellement. Donc, il faut vraiment en réalité écouter que soi-même. Oui, profondément, c'est difficile. Et tu deviens toi en relation avec l'autre. Hein? On a besoin de l'autre pour se connaître aussi. Hein? C'est les connexions humaines qui t'aident à te connaître, naturellement. Les expériences que tu as. Et voilà. Alors, à ce moment-là, aussi pour les rôles modèles ou les gens autour de toi. Voilà. Et puis, si je peux rajouter, il s'agit aussi de créer un contexte qui est inclusif. Par exemple, chez Microsoft, on essaye de recruter une personne sur deux qu'on recrute doit être une femme, donc 50-50. Et alors, ce que je vais dire est une évidence, mais on a mis un petit peu de temps à le réaliser. C'est clair que si les recruteurs, donc les gens qui sont en face des candidats, ne sont que des hommes ou sont principalement des hommes, c'est évident qu'on va jamais y arriver. Et donc, c'est aussi une forme de rôle modèle, parce que de plus en plus, d'ailleurs, on doit se vendre en tant qu'entreprise aux candidats plus que l'inverse. Et donc, c'est comment est-ce qu'on crée ce contexte je dirais, hyper inclusif. Et je dirais que le rôle du rôle modèle est aussi très important, encore plus dans certaines communautés que d'autres. Hein. Donc, par exemple, dans des communautés ethniquement différentes, le rôle modèle a encore plus d'importance que, par exemple, dans certaines de nos sociétés. Et donc, je pense que c'est absolument hyper important. On le constate tous les jours. Merci. On peut continuer. En fait, intuitivement, ça me fait quand même penser à la question suivante, à Alessandro, que je voulais donc entendre sur plutôt un niveau macro. Est-ce qu'il y a des chiffres, est-ce qu'il y a des données qui nous permettent de voir un peu quelles sont les évolutions ou le travail qui doit être encore fait pour rétablir la balance? Merci. Alors, je vais partager mon écran. Dis-moi si vous voulez mon présentation. Je vois un bout de slide, mais ça fonctionne. Ah, voilà. Il y a 55 slides. Non, c'est parfait. Ah, c'est bien. On a justement 3 minutes.
Non, non. Alors, j'ai différents messages pour vous. Les premiers messages, c'est n'hésitez pas à m'interrompre pendant ma présentation. Vous pouvez dire tout le temps que viva STEM, Gender Equality Rocks. Il n'y a pas de souci, quand vous voulez. Et bon, j'aimerais vous montrer une image. Et je suppose que vous tous la connaissez déjà. Et j'espère que vous pensez, non? Il y a seulement 4 personnes sans moustache dans cette image. Et dans ces 4 personnes, seulement un, c'est une femme. Et cette femme est Marie Curie, bien sûr, non? Alors, cette photo fait référence au fameux congrès Solvay qui s'est tenu ici en Belgique en 1927 de physique. Mais comment est la situation, comment elle évolue depuis? Comment est la situation actuelle? Bon, commençons pour les bonnes nouvelles. La situation s'améliore. C'est déjà quelque chose. Et si nous regardons, par exemple, le niveau d'éducation, je dirais que les chiffres montrent que quand nous parlons des niveaux du parcours d'académique comme initiaux, comme par exemple le niveau de baccalauréat, des licences, des masters, on a obtenu une certaine parité. Quand on parle de parité, on parle d'environ entre 45 et 55%. On ne pense pas exactement 50%. Hein. Par contre, quand nous avançons dans la carrière académique, dans le doctorat, déjà nous verrons un petit problème. Mais la vraie grande différence apparaît quand nous perchons sur le nombre de chercheurs. Et je ne sais pas si vous le verrez maintenant. Et alors, qu'est-ce qui est la situation actuelle? Bon, en 2013, par exemple, seulement environ 28% de tous les chercheurs ont été femmes. Et actuellement, selon les données de l'UNESCO, voilà, on a amélioré, mais on a environ 33%. On est très loin, on a beaucoup de choses à faire encore. Mais quand on parle de ça, ici, on parle du moyenne, dans le sens qu'il y a des pays où on a déjà obtenu la parité. Mais même dans ces pays, il faut gratter un peu la surface. Parce que dans tous les pays, quand vous regardez les niveaux plus élevés de la recherche, vous verrez que cette flèche ira au bas et c'est là ce qu'on appelle la ségrégation verticale. Et ça, c'est le produit dans tous les pays du monde. On a fait beaucoup de recherches dans tous les pays du monde. Au niveau plus haut de la recherche, on a environ 40-20% des hommes et seulement 20% des femmes. Dans l'académie, il y a au moins de ça. Et cette ségrégation, c'est très évident aussi quand vous voyez les prix Nobel, non? Les Nobel laureates. Bon, et c'est évident pour les prix Nobel, mais c'est encore pire quand nous regardons les Nobel des sciences, parce que juste aujourd'hui, seuls 3% des prix Nobel des sciences ont été attribués à des femmes. Et alors, c'est important ça, et parce que les chiffres, on nous raconte toujours des histoires. Et les chiffres nous racontent que dans le monde, il y a 184 millions de femmes de moins que des hommes qui possèdent un téléphone portable. Il y a seulement 45% des femmes dans le monde qui sont connectées à l'Internet. Il y a seulement 2% de venture funding qui vont les femmes fondatrices. Et parmi les étudiantes STEM, seulement 30% des femmes, 30% sont femmes. Et alors, quand on parle de STEM, nous, on parle de l'emploi du futur. Mais ce n'est pas seulement ça. Les femmes même sont surreprésentées en STEM et dedans de la discipline STEM. Quand vous voyez, par exemple, les chiffres de l'éthique ou de l'ingénierie, c'est incroyable. Il y a un gros gap là-dedans. Et si on regarde, par exemple, Artificial Intelligence, dans le monde, seulement 22% des personnes sont des femmes. Dans l'apprentissage automatique, 12%. Il faut penser que les 75% des emplois d'ici au 2050, ils seront liés au STEM, selon le World Economic Forum. Alors, il faut penser qu'il faut, si on veut vraiment une industrie 4.0 égale,
Si on ne travaille pas maintenant sur ça, l'écart entre les genres dans les STEM sera il va s'écrasser. Il va s'écrasser. Alors, mon deuxième message, c'est les femmes sont moins représentées dans la recherche, sont moins représentées au niveau plus élevé de la recherche, sont moins représentées dans les STEM et dedans les STEM même. Et alors, c'est un bon moment pour griter Gender Equality Rocks, by the way. Hein? Mais j'ai autre question pour vous. Est-ce que vous pensez que le pourcentage des femmes parmi les chercheurs est-il plus élevé dans les pays développés ou en développement? Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que dans la plupart des pays européens, on atteint la parité, mais malheureusement, c'est très loin d'être vrai. On a un problème dans beaucoup de régions du monde. Seulement 2 régions du monde ont atteint la parité, mais quand vous regardez, même dans cette région, l'Amérique latine, le sud-est de l'Europe, quand vous regardez là-dedans et vous regardez au niveau plus haut de la recherche, même là-bas, on a un grand gap, même au niveau de STEM. Et dans l'Europe, vous pouvez regarder, ça c'est de l'UNESCO Science Report 2021, et alors, en Belgique, par exemple, l'écart des genres est énorme, comme des autres pays de l'Union européenne. Alors, ils m'ont demandé beaucoup de fois, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que faisons nous? On fait des choses, on a fait des choses. Bon, dans les derniers 10 ans, c'est vrai qu'en nombreux pays, on a mis en place beaucoup de choses. On a mis en place des programmes, on a commencé à travailler, on a mis en place des plans nationaux d'innovation, des technologies qui incluent les sexes, les genres, les STEM. Il y a par différents pays, il y a des réseaux nationaux des femmes scientifiques. Il y a la politique scientifique publique, par exemple, dans un cas très intéressant, mais Chili et Costa Rica sont 2 entre les premiers pays qui ont mis en œuvre des politiques spécifiques sur les genres et la science et la technologie et l'innovation. Il y a ma fille, excusez-moi. Oui, non, pas de problème, Alessandro. En même temps, ton slide est vide ici, je ne sais pas si c'est normal. Ah oui, parce que bon, ce que je veux dire est que il y a encore des choses à faire. Toujours, il faut s'arrêter de travailler en silo. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut travailler. Parfois, il y a des pays où on a des institutions mises en place des activités sans parler avec d'autres ministres ou d'autres institutions ou d'autres ONG, etc. Alors, il y a comment un chevauchement des activités. Il est résulté que pratiquement, finalement, on a des petites activités très minuscules avec des petits budgets. Alors, il faut arrêter de travailler en silo. Et après, il faut comprendre que nous devrons tenir compte que quand on parle de ce problème, c'est un problème qui commence pas au niveau supérieur de l'éducation, mais du début. Et dans l'école primaire que nous devons changer de stéréotypes, on l'a dit avant aussi, non? Mon troisième message est on doit travailler tout au long du cycle de vie. Il faut travailler dans la petite enfance, dans l'enseignement secondaire, supérieur, au doctorat, entre les chercheurs, aux positions de leadership, dans l'entreprise. Il faut travailler ce que j'appelle avec une approche holistique. Nous devons travailler avec l'entreprise, avec le gouvernement, avec l'université. Nous devons travailler avec les familles. Nous devons travailler avec les pères aussi, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes qu'il faut changer. Et nous, bien sûr, c'est important de travailler avec les rôles modèles et d'échanger les matériels didactiques. Je pense que l'art ici et la transdisciplinarité aussi, il peut jouer un rôle très important pour encourager l'apprentissage des STEM. Alessandro, je voudrais, excuse-moi de t'interrompre. J'ai terminé. Je voulais donner la parole à Claudia pour voir de son point de vue, de son expérience, comment elle voit évoluer les choses également. Alors, Martin, tu ne vas pas être très content de moi parce que je vais faire un pas en arrière au lieu de te faire avancer.
C'est-à-dire que, non, je me posais la question, en fait, en écoutant Alessandro et Marie, je me posais la question, est-ce qu'on est bien clair de pourquoi tout ça nous choque? Parce qu'en fait, au fond, on peut dire pour l'égalité, parce qu'on est tous humains, parce que les droits de l'homme, etc. Mais en réalité, moi, ce qui m'a intéressée au départ, et c'est pour ça que j'ai commencé plutôt dans l'homme et la femme au travail, ce qui m'a intéressée, c'est de pourquoi on doit chercher, pourquoi le monde étant de plus en plus complexe et imprévisible, on doit chercher ce que nos amis chercheurs sur ces sujets appellent la pensée divergente, c'est-à-dire la complexité cognitive qui fait qu'on arrive à régler des problèmes plus compliqués. Et alors, évidemment, j'essaie d'écrire, d'inventer des formules, mais alors, celle qui est la plus claire et qui va peut-être expliquer à ma place en 2 secondes, c'est cette page d'un bouquin qui s'appelle Rebel Ideas, qui a été écrit par un Anglais, Mathieu Sayed, qui a eu vraiment, c'était un best-seller de ces questions de créativité, qui dit, voici, je vous montre un intelligent… Alors, est-ce que vous me regardez? Vous me voyez? Non, vous voyez mes doigts? Alors, attendez, hein, je vais enlever le fond, c'est peut-être le plus simple. Et quand j'arrête, je pense le fond… et je me mets en noir. Est-ce que là, vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est un individu intelligent. Et ça, c'est un intelligent team. Et donc, en gros, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'en fait, c'est une question d'avoir des cadres de référence tous pareils. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la pensée divergente, c'est-à-dire d'inclure, c'est un peu ce que disait Didier, d'inclure en fait des pensées très différentes dans un cercle parce que nous sommes plus capables que si on est tous pareils, nous sommes plus capables d'aborder des sujets compliqués. Et alors, ça, c'est très passionnant dans des questions de technologie. C'est très passionnant dans des questions d'entrepreneuriat parce qu'en fait, nous avons des questions d'une grande complexité. Et comme on disait tout à l'heure, c'est des nouvelles connexions dans le cerveau qui s'activent dans un collectif quand on est très différent. Et moi, je pousse le raisonnement encore plus loin en disant que dans la même personne, il faut les activer dans un même cerveau parce que ça crée des connexions inédites lorsque vous faites des associations qui n'existaient pas avant. Et c'est là où, en fait, je vous cite un deuxième fou, en fait, qui a étudié, qui s'appelle Rogers Allingworth et qui a étudié toutes les grandes découvertes scientifiques du XXe siècle. Et en se posant la question de comment les laboratoires travaillaient et les chercheurs, quelles étaient finalement leurs caractéristiques, pourquoi certains cherchent et puis trouvent. Je vous parle là de scientifiques, mais après, il fera un parallèle parce que la création artistique répond à peu près à la même logique. Et certains cherchent et trouvent, et d'autres cherchent toute leur vie et ne trouvent pas. Eh bien, en fait, après avoir analysé près de 250 grandes découvertes et avoir analysé les laboratoires qui les ont portées, les individus qui les ont portées, alors, il tire 2 conclusions. Alors, c'est une étude titanesque, hein, elle a été réalisée en 2007 aux États-Unis. En gros, première conclusion, je la simplifie avec mes mots. Première conclusion, en fait, ceux qui ont trouvé étaient composés d'individus qui avaient traversé des frontières disciplinaires et ou géographiques. Et en fait, ça impose une sorte de raisonnement par analogie qui fait faire des allers-retours et qui fait qu'on amène des idées nouvelles et voire des problèmes nouveaux. Et donc, on regarde les choses différemment. Et alors, là, c'est la deuxième caractéristique qui a une corrélation de quasiment 1 dans son étude, c'est qu'en fait, il remarque que tous les chercheurs qui ont fini par trouver, ils avaient une deuxième passion très, très forte, et c'est là où je viens à l'art, qui était presque aussi prenante et aussi engageante que leur engagement scientifique.
Parce que justement, alors du coup, vous avez un prix Nobel qui a été guitariste de haut niveau, des poètes, des gens qui composaient de la musique. Et en fait, ce qui fait que, en gros, je fais des loops dans mon cerveau, je vais dans quelque chose qui est très exigeant et encore par analogie, je reviens avec des modalités nouvelles d'aborder les sujets. C'est pour ça que, voilà, nous devons entretenir ça, parce que là, je vous cite une troisième étude et après je m'arrête. C'est en fait, il ne faut que 2 années de notre vie pour tuer une intuition, une intelligence émotionnelle si on ne l'entretient pas. Et donc, le cerveau, il décide de la mettre dans un coin de la tête qui est endormi. Et après, il faudra beaucoup, beaucoup de temps et d'efforts pour la réveiller dans un second temps. Donc, en fait, c'est ça le sujet. C'est qu'il ne faut pas que, sous prétexte de passer un concours quand on termine la formation initiale ou faire carrière dans une boîte qui ne comprend pas ces doubles profils, il ne faut pas mettre tout ça, cacher tout ça et dire je ferai ça plus tard, parce que, comme le disait Pedro tout à l'heure, en fait, non seulement on est très malheureux après dans notre travail, mais aussi, en fait, et là je parle d'un point de vue totalement utilitariste pour les entreprises, ils n'en tirent pas le meilleur. Et donc, on est moins performant. Merci Claudia. On me demande merci beaucoup. Hein. Donc, et justement, par rapport à ça, on fait des remarques ici comme on aimerait bien avoir les liens avec ces études, si c'est possible de les partager sur le chat également pendant encore ou après. Enfin, pendant, c'est le moment, comme ça tout le monde en profite, donc c'est l'idéal. Et bon, évidemment, on va un petit peu naturellement, et aussi parce que c'était prévu, mais je me tourne un peu vers Pedro. Alors, Pedro, est-ce que tu vas être le prochain prix Nobel de quelque chose avec cette passion de la photographie et peut-être ces racines d'ingénieur? Comment est-ce que les deux parlent, les deux formations parlent et restent encore actives et interagissent dans ton parcours? Oui. Donc, en effet, moi, j'ai un parcours un peu en miroir par rapport à Marie. Moi, ce que je voulais, c'était être animateur en 3D, faire des dessins animés. Je dessinais depuis toujours, j'écrivais. Et donc, c'était l'inverse, parce que moi, je suis un homme. Et donc, contrairement à Marie, du coup, on m'a poussé vers les sciences. Et alors qu'en fait, ce que je voulais, c'était être artiste comme ma mère, écrivain comme mon père. Mais eux-mêmes, étant artistes et profs de littérature, m'ont quand même dit que ce serait quand même plus sérieux, plus rassurant. Et c'est légitime, et c'est une preuve d'amour. Voilà, vu le modèle, le contexte actuel, c'est plus rassurant pour eux de faire des études scientifiques pour un homme. Et alors, pour répondre à ta question, je m'en suis jamais voulu, j'ai jamais regretté du tout ce parcours-là. Je pense que si j'ai réussi à vivre de mon art assez rapidement, c'est justement parce que je venais d'un milieu plus cartésien, plus scientifique, et qui a fait aussi un passage dans l'entreprise. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir les deux côtés qui sont extrêmement riches et nécessaires. Parce qu'un artiste n'est autre qu'un indépendant qui veut faire fleurir son entreprise, qui est lui-même, finalement, qui est sa vision du monde. Et donc, le fait de pouvoir mettre un prix, de pouvoir connaître le marché, etc., évidemment que c'était un plus, donc je n'ai jamais rien regretté. Par contre, là où je suis un petit peu plus militant aujourd'hui, c'est justement pour revoir tout ce modèle, ce modèle actuel qui a fait qu'on a dit à Marie de faire des études qui n'étaient pas scientifiques, et on m'a dit, moi, de faire des études qui l'étaient. Et pour ça, je pense que ce serait intéressant de revenir sur l'origine des silos. Parce que Claudia, en tout début, avait expliqué qu'à une époque de la Renaissance, il n'y avait pas de silos, il n'y avait pas de différence entre les artistes et les scientifiques. Comment est-ce que c'est arrivé, du coup, vu qu'à la Renaissance, il n'y avait pas? Et comment est-ce qu'on pourrait revenir à cette Renaissance? Et alors, pour ça, il y a Ken Robinson, qui est un grand pédagogue anglais, qui est un Sir Ken Robinson. Donc, c'est loin d'être un anarchiste, un théoricien anarchiste. C'est vraiment quelqu'un qui vient du système, qui est pédagogue, qui a fait le TED. Et là, désolé Marie, c'est un homme et il a fait un TED.
Et c'est le TED le plus regardé, je crois, de l'histoire des TED sur YouTube. Et où il explique d'où viennent ces silos, d'où proviennent ces silos. Et c'est là qu'il dit que lors de la révolution industrielle en Angleterre, on a voulu réformer l'éducation, le système éducatif, pour justement s'allier à la révolution industrielle. Parce que la révolution industrielle, construisant des machines, faisant des usines qu'il fallait faire tourner, etc., avait besoin de main-d'œuvre pour ça. Et donc, on s'est dit comment faire pour que cette révolution fonctionne au mieux, comment est-ce qu'on va pouvoir éduquer au mieux pour que la révolution industrielle fonctionne au mieux. Et donc, on a construit les écoles en même temps que les usines. Et on s'est dit, quels sont les profils les plus intéressants pour nos usines? C'est forcément les ingénieurs. Et donc, on va mettre en haut de la hiérarchie les ingénieurs. Et quels sont les profils dont on a le moins besoin? C'est les artistes. Donc, on va les mettre tout en bas de la hiérarchie du système éducatif. Et entre les deux, on a besoin aussi, évidemment, d'avocats, etc. Donc, il y aura quand même les lettres, etc. Et donc, ça montre bien que ce modèle est totalement désuet. Donc, quand je parle de changer de modèle, c'est vraiment revoir officiellement et officieusement cette hiérarchie des arts, des sciences, des lettres. Et en fait, comme le disait Claudia, montrer, et Didier, enfin, comme on le dit tous, que cette coopération des différentes façons de penser est extrêmement enrichissante. Et pour ça, il faut en effet des nouveaux modèles. Et c'est là le paradoxe que tu disais, est-ce qu'il faut s'écouter soi ou est-ce qu'il faut suivre les rôles modèles? Je dirais qu'il faut des nouveaux rôles modèles, parce que des vieux, on en a plein et ils passent tout le temps à la télé et c'est que eux qu'on écoute. Et donc, si on a des nouveaux rôles modèles, alors chacun pourra s'écouter lui pour voir à qui il ressemble. Parce que s'il n'y a que des vieux blancs, il y a toute une partie de la population qui va pas s'identifier et va finalement suivre la voie qu'on va leur dicter, soit des parents, soit voilà, la pression sociale, etc. Donc, le rôle des modèles, oui, mais des nouveaux rôles modèles. Merci. Pedro. Merci à vous. Oui, en fait, voilà, donc on a Marie Duchastel lève la main. Je signale malgré tout qu'on a je le vois, hein, je lui donne la parole, mais on arrive au temps imparti, donc c'est un petit peu frustrant, on a envie de continuer, mais néanmoins, voilà, c'est une information, on va essayer de clôturer ça. Mais Marie, à toi là. Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce que Pedro disait. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit et je pense qu'il y a aussi un énorme boulot à faire dans l'éducation parce que je me rends compte, parce que là, carrément, l'éducation, là, je parle du secondaire, hein, c'est-à-dire avant de choisir sa carrière universitaire, c'est qu'on est complètement en silo. Donc, on a des cours de biologie, on a des cours de chimie et encore, là, c'est si on choisit les options sciences, sinon, il y a un cours de sciences généraliste. Et puis, il y a les cours de maths et puis l'artistique, il est quasi inexistant. Et en fait, il n'y a jamais une approche combinée de tous ces cours. Et moi, les maths, j'ai détesté ça à l'école, hein, je trouvais ça horrible. Et pourtant, si on m'avait dit les maths, c'est super utile pour faire du code, et avec du code, tu peux construire des machines, et avec ces machines, tu peux faire des robots qui avancent, et tu peux faire des choses hyper créatives. En fait, je pense que j'aurais vu les maths d'une manière totalement différente. Et souvent, l'approche, elle n'est pas du tout holistique, alors que finalement, après, quand on se retrouve dans le monde du boulot, on se rend compte que toutes les matières sont liées et que si on fait des sciences, on doit connaître les maths, que même si on se lance dans un job commercial, on doit connaître les maths, qu'en fait, il y a des petites notions de tout dans tout. Et donc, ça ne permet pas en fait de choisir un métier. En tout cas, le panel qu'on nous donne là de base en secondaire ne permet pas de choisir un métier, en fait, parce qu'il y a des métiers déjà qui n'existent pas. Hein. Il y a 10 ans, le métier de community manager, il existait à peine, il était en train de se créer. Et puis, il y a tous les métiers de demain aussi. Et donc, je trouve qu'il n'y a pas du tout assez de connexion, en fait, avec la vie réelle dans le milieu secondaire. Et ça, c'est aussi un gros problème, je pense, pour ces métiers, quoi. Enfin, pour trouver sa voie et sa carrière. Merci, Marie. Je suis donc effectivement celui qui doit veiller à ce que le temps arrive. On a un petit peu zappé le point pour Hilde, qui est la quatrième question sur effectivement comment elle fait pour relier et faire évoluer ces personnes qui sont enfermées
entre guillemets, qui doivent amener à évoluer dans leur carrière, comme Hilde, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais répondre à cette question parce que ça, je suis totalement d'accord avec ce qui est partagé ici. C'est cette idée d'avoir des nouveaux cadres parce que c'est difficile quand tu as un cadre, en effet, cette créativité et quand tu ne peux pas t'imaginer dans un autre rôle. Alors souvent, naturellement, des accompagnements chez nous, ce sont des gens qui sont très conscients. Ça, je ne veux plus. Et en effet, ce que nous faisons, c'est laissons rêver à nouveau. Parce que les données, il y a si beaucoup d'études. Il y a si beaucoup d'études qui sont exactement comme Claude, il y a à supporter. Tu peux, comme ingénieur, comprendre tout ça. Mais ce n'est pas les données qui vont faire réagir les gens pour changer de carrière, pour se développer. Aussi des jeunes, de plus en plus, on a des jeunes ici chez nous qui se demandent, j'ai étudié ça maintenant et maintenant quoi? C'est quoi ce que je veux dans la vie? Et en effet, c'est le vivre, le sentir et dans la communication, de s'entendre. Moi, j'ai dit toujours, il y a deux choses qu'on doit apprendre dans la vie. C'est, je vais le dire en anglais, c'est quand même le self-leadership, de connaître soi-même et d'évoluer. Hein, et, autre côté, être capable de communiquer en connexion avec les autres. Et à ce moment-là, ça reste une danse et ce sont des éléments qui s'évoluent dans la vie. Et en effet, je veux quand même ajouter à Marie, en effet, moi, je suis maintenant dans un consortium pour, en effet, STEM et STEAM, en effet, aussi pour les enfants. Mais on commence, notre focus est sur les enfants, les enfants, les jeunes, entre 10 et 14 ans. Parce qu'il y a si beaucoup d'études qui ont déjà montré que cette idée comme Pedro, OK, tu as un garçon, alors tu vas aller étudier technique, et tu es une fille et tu vas faire quelque chose d'autre, c'est déjà même dans le bias des jeunes et des filles et des garçons à l'âge de 10 ans. Alors, et ça, c'est la découverte et garder ça ouvert et garder ça possible. Et à ce moment-là, on verra bien ce que tu vas faire dans la vie. Et moi, j'ai toujours apprécié, ils ont toujours dit à moi, tu n'es pas une vraie ingénieure. Et moi, j'ai toujours adoré ça. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas dans une case. Et c'est ça que j'adorais, que je n'étais pas dans une case et que c'était un peu fluide et que c'était possible qu'on pouvait faire des différentes choses. Oui, apparemment, la porte et le vent ici. OK. Très bien. Oui, il y a beaucoup de vent, en tout cas ici en Belgique, ces jours-ci. Donc, merci pour préciser ça. Alors, il était prévu qu'on clôture avec, comme nos deux invités qui avaient présenté en vidéo, qui ont cette vision de l'industrie et à large échelle, et c'est pour ça qu'on leur avait donné le mot d'introduction. On aimerait clôturer et de la même manière avec finalement la question pour Claudia Ferrazzi, pour Didier Onguena, après cette conversation, tout ce qui a été dit, les interventions, les exemples, est-ce qu'éventuellement les réponses à vos questions, qu'est-ce qui a évolué dans votre réflexion par rapport à la conversation qu'il y a eu ici et comment vous clôtureriez cela au regard de cette conversation. Et donc juste là, voir qui veut commencer. C'est... Non, allez-y. C'est plus difficile de commencer. C'est terrible. C'est terrible. Bon, je ne sais pas si c'est plus terrible de commencer ou de terminer vraiment le dernier. Hein. Je dis pas, moi, à ma place, je ne voudrais pas terminer. Bon, mais alors, je fais la partie facile. Alors, ce qui est incroyable, c'est que j'annotais pendant que vous parliez et qu'il y a des mots qui reviennent comme double cursus, j'ai fait ça en cachette, j'ai réalisé l'impossible. Donc, à chaque fois, on a des pensées latérales, comme si on ne s'autorisait pas à avoir une pensée centrale sur ça. Du coup, ça me conduit à dire qu'il y a deux grosses responsabilités en plus de celles qu'on a évoquées des responsables de cursus universitaire et de formation initiale. La première responsabilité, la responsabilité des parents. Alors, je vous recommande de visionner la TED Talk de John Maeda, qui est un designer du MIT, qui en fait raconte comment toute sa vie a
Donc, lui, il est artiste et programmateur, donc c'est un peu comme Marie, on va dire. La partie très technologique dans sa tête au MIT a fonctionné pendant toute la première partie de sa carrière. Ensuite, la partie artistique, il l'a autorisé à rentrer. Et donc là, il fait du design, technologique. Donc, il raconte que toute sa vie et sa carrière s'expliquent par une scène, c'est-à-dire il était à une réunion parents-prof avec son père. Donc immigré, travailleur acharné. Il avait un magasin, son père avait un magasin de tofu et il a quitté ce qu'il faisait rarissimement son boulot pour aller parler au professeur de son fils qui lui disent John, il est très fort en maths et très fort en art. Donc, il rentre chez lui. Le lendemain, John assiste à la conversation de son père avec un de ses clients. Et alors, le client lui demande, mais alors, comment il se débrouille, John, à l'école, tout va bien? Et le client et le père lui répond, ah oui, il est très fort en maths. Alors, lui, il dit, ma carrière, c'était pour expliquer pourquoi mon père, il n'a pas dit en maths et en art. Pourquoi? Et lui, il ne comprenait pas. Et donc, c'est comme ça qu'il a avancé dans sa carrière en disant, je veux comprendre et je veux surmonter ça. Donc, énorme responsabilité des parents et énorme responsabilité, et ça, j'espère que Didier me donnera raison, des employeurs pour autoriser, pour le coup, les hommes, ou en tout cas ceux qui représentent aujourd'hui le mainstream de la pensée managériale, autoriser les hommes à faire des choses qui étaient considérées comme des choses féminines jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire autoriser l'intelligence émotionnelle, autoriser le fait que je dois m'interrompre parce qu'il y a mon gamin qui hurle à côté, ce que j'ai fait avec Martin l'autre jour quand il m'a appelé, etc., etc. Donc, si c'est un homme qui est autorisé à faire ça dans un environnement professionnel, je pense qu'une partie de ce qu'on a entendu tout à l'heure, ça se réglerait tout seul, en fait, dans un équilibre entre quelque chose qui aujourd'hui, dans la tête d'un homme, est cantonné au privé, notamment les émotions artistiques, les questions familiales, un peu d'émotion, un peu d'instinct, et voilà. Et alors, évidemment, je ne termine pas parce que tout ce qui a été dit est passionnant. Mais alors, je vous rappelle, pour rappeler les parents de Marie, je vous rappelle que Einstein lui-même, il n'était pas très fort en maths. Il l'écrit dans plusieurs lettres qu'il écrit aux uns et aux autres, alors qu'en fait, c'est un type qui a été mis dans une case d'intelligence logico-déductive depuis 150 ans et on ne s'est jamais posé la question. Lui-même, il écrit « je n'arrive pas en mathématiques » et donc souvent, il recrutait un mathématicien qui puisse rationaliser ses intuitions et il dit « je suis un intuitif ». Donc, je pense que notre responsabilité est vraiment de casser ces murs qui en réalité n'existent que dans l'explication a posteriori qu'une certaine théorie a fait des choses, mais qui correspondent en plus pas à la réalité. Merci Claudia, mais donc droit de réponse, si je peux dire, ou de compléter par Didier Onguena. Non, pas vraiment un droit de réponse. Tout d'abord, en tant que chef d'entreprise, on a toujours un regard, comme le disait Claudia, pragmatique. Moi, je veux faire avancer mon entreprise, je veux avoir de l'impact. Et tout d'abord, toujours super impressionné de voir à quel point il y a tellement de gens qui ont une réflexion profonde par rapport à ces sujets. Donc, premier point, mais c'est plus un sujet pour moi, c'est, je pense, encore plus me documenter, encore plus me renseigner pour... je dirais, valider peut-être un certain nombre d'intuitions ou les invalider. Pour revenir sur le rôle modèle, c'est assez amusant parce que la pandémie, le fait qu'on travaille tous chez soi, derrière nos petits écrans, ont peut-être contribué à réduire certaines barrières. Moi, je me souviens les quelques moments où on passe avec l'entièreté des collaborateurs. Ce qui amuse les gens, c'est quand un de mes deux chats se promène devant mon écran en plein milieu d'un speech ou quand les gens se rendent compte en effet que j'ai une vie privée, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants qui ont aussi besoin de leur papa. Donc, à ce niveau-là aussi, le rôle modèle qui est important et qui montre une forme de fragilité. On n'est pas le chef d'entreprise qui commence à 7 heures du matin, qui travaille jusqu'à 10 heures du soir et qui se
stéréotypes. Donc tout ça, c'est intéressant. Et peut-être terminer par ce qui a été, ce qu'on mentionne sur beaucoup d'affiches dans nos propres bureaux, c'est Come as you are. Et donc, on essaye vraiment d'encourager les gens d'être eux-mêmes et de se montrer eux-mêmes dans leur authenticité propre. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on essaye d'encourager de manière imparfaite probablement, mais voilà. Merci Didier Onguena, merci Claudia Ferrazzi pour vos clôtures, merci aux panélistes. Donc je rends la parole à Monica qui donc va nous clôturer ça également. Voilà. Je tiens vraiment à remercier les panels, vraiment c'était enthousiasmant et surtout je pense que c'est le format qui est un peu différent, un peu détendu la situation, la table ronde et c'était intéressant vraiment de débattre à ces sujets. Et en ce qui concerne les rôles modèles, je profite pour rebondir parce que nous, avec 5000 entrepreneurs, on rentre dans les écoles avec les entrepreneurs, mais même les intrapreneurs, donc les porteurs de projets. Et l'idée, c'est de présenter des rôles modèles, en fait. Et on essaye toujours d'aller maintenant dans les écoles avec des jeunes entrepreneurs, intrapreneurs, donc entre 25 et 35. Ça ne veut pas dire que les autres ne rentrent pas dans les écoles, mais l'identification, c'est vraiment important. Quelque chose d'important pour les jeunes. Et donc, je pense qu'on a besoin effectivement de nouveaux rôles modèles. Donc, je vais rebondir sur ces sujets. Et donc, je vous remercie beaucoup et j'espère que ce seulement les débuts de notre table ronde et conversation pour aller plus loin parce que j'ai l'impression que maintenant, les débats vraiment étaient hyper intéressants. Et j'ai conclu en disant que demain, c'est notre dernier jour de la semaine de l'entrepreneuriat féminin au niveau event. On sera avec un webinaire avec l'agence du numérique et iCare. Et donc, je vous remercie encore pour cette participation et merci à Martin aussi pour cette animation.